Salut l'équipe, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet crypto, en l'occurrence Reserve-Right et son jeton le RSR, qui a été choisi à 50% par vous. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce sondage. Avant d'investir dans une crypto, il y a deux éléments principaux que je regarde. Le premier, c'est le fondamental du projet. Est-ce que c'est un projet qui est utile à l'écosystème? Est-ce qu'il résout un problème? Est-ce qu'il apporte quelque chose? Alors je sais que ça ne fait pas tout dans l'appréciation d'une valorisation d'une crypto, mais par rapport à mon profil investisseur, c'est quelque chose qui est important. J'ai besoin de comprendre dans quoi j'investis et j'ai besoin aussi d'investir dans des projets qui ont du sens, en tout cas qui apportent quelque chose à l'écosystème, qui potentiellement vont générer des revenus, qui vont être viables dans le temps. Et le deuxième élément que je vais regarder, donc qui sera la deuxième partie de cette vidéo, qui sera plus une analyse technique simplifiée pour identifier si on est plutôt dans une zone intéressante pour se positionner à l'achat, si on est dans une zone où il vaut mieux rien faire, ou si on est dans une zone intéressante pour prendre des profits. Donc actuellement, dans le cycle des cryptos, on se situe globalement dans une période où c'est plutôt intéressant de se positionner. On verra si c'est le cas d'RSR et on verra également sur quelle cible on peut partir pour prendre des profits. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, je ne suis pas votre conseiller financier, je vous partage le fruit de mes recherches et de ma réflexion. Vous trouverez d'ailleurs en description toute la documentation que j'ai utilisée pour faire cette vidéo. Et si le projet vous intéresse, je vous invite à poursuivre vos recherches via cette documentation ou d'autres supports que vous jugerez utiles. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis quelques mois maintenant, je partage mon expérience sur YouTube au travers de vidéos d'analyse de projets comme celle-ci. Je fais également des vidéos de type bilan de la semaine pour faire un petit point sur ce qui s'est passé sur le marché pendant la semaine. Je fais également des tutos de différents styles. Voilà, bref, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir les différentes vidéos proposées sur la chaîne. Si tu penses que ça peut être utile, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Et on attaque maintenant la partie analyse fondamentale de Reserve-Right et son jeton le RSR. RSR se positionne sur une double narrative, celle des RWA, donc les Real World Assets, qui est la tokenisation des actifs du monde réel, et la DeFi, la finance décentralisée. Donc ces deux narratifs qui sont assez porteuses sur ce cycle, notamment les RWA qui sont nouveaux par rapport au cycle précédent. Ce sont deux écosystèmes qui se développent assez fortement, qui sont soutenus par des géants de la finance comme BlackRock. Et ce que nous indique donc Reserve-Right en première page de son site, c'est qu'ils ne veulent pas de monnaie comme l'USD qui est une monnaie inflationniste, vous aurez pu mettre l'euro aussi, toutes les monnaies fiduciaires proposées par nos États sont des monnaies qui sont inflationnistes, et qu'ils ne veulent pas non plus une monnaie volatile comme Bitcoin. Ils considèrent que l'argent devrait être un indice d'actifs mondiaux basé sur les actions, les obligations, l'or, l'immobilier ou d'autres actifs, mais que eux ne construisent pas donc directement cette monnaie. Ce qu'ils proposent, c'est de construire à travers le protocole Reserve, mais eux ce qu'ils vont proposer au travers du protocole donc Reserve, c'est de permettre à n'importe qui de pouvoir créer une nouvelle devise adossée à 1 pour 1 par une collection d'actifs tokenisés. Donc on ira voir tout à l'heure quelles sont les différentes devises qui ont été créées sur ce protocole, lesquelles sont les plus utilisées en finance décentralisée, quel est l'intérêt d'aller utiliser Reserve-Right pour créer des jetons. Mais avant ça, on va revenir rapidement sur les origines du projet. J'aime toujours aller voir combien de fonds ont été levés, par qui, en quelle année, à quel prix, quand on arrive à avoir ces infos. Donc là, en l'occurrence, on les a. Les fonds, ils ont été levés en 2018, notamment avec la seed round et la private pre-sale. En 2019, via UOB, il y a également une levée de fonds de 3 millions. Au total, c'est quasiment 10 millions qui ont été levés auprès de VC. Donc on voit ici la liste des venture capital qui se sont positionnés sur RSR. Au niveau de la libération des jetons, il faut savoir que sur les 100 milliards d'offres totales, donc actuellement il y en a 52 milliards qui sont en circulation, et donc il y en a la moitié, 50% qui sont dans le slow wallet. On reviendra dessus sur ce que c'est le slow wallet.
Mais dans un premier temps, ce que je voulais vous montrer, c'est que la moitié des jetons est déjà en circulation, puisque l'ensemble des jetons au bout de 6 mois était disponible. Donc, il y avait une forte inflation au début, et donc depuis maintenant quelques années, c'est fini, sauf cette partie-là sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Au niveau de la répartition des jetons, il y en a 58%, 59% pour la fondation, donc on retrouve dans le Slow Wallet. Ensuite, il y a 20% pour l'équipe et les advisors, les conseillers. Et ensuite, on a 12% pour la seed round, 5% pour les partenaires stratégiques, 3% sur l'IO et 1% pour la private pre-sale. Une répartition assez classique au final, puisque ici, ces 58% qu'on trouve dans le Slow Wallet sont libérés petit à petit avec une certaine limite pour pas créer une forte pression baissière sur le prix du jeton. Alors finalement, on va peut-être voir ça tout de suite tant qu'on y est. Donc j'ai été voir dans la FAQ sur le site de Reserve-Right un peu ce qu'il en était sur les slower wallets. Voilà, donc je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc ce qui nous indique, c'est que donc RSR dispose d'une offre totale fixe de 100 milliards de jetons. Donc, il y en a 50,6 milliards qui sont actuellement en circulation, qui sont donc entièrement débloqués, et y compris pour les premiers acheteurs. Et donc les jetons restants appartiennent au Slow Wallet et au Slower Wallet, qui sont contrôlés par Confusion Capital, qui gère le financement des initiatives de l'écosystème. Le portefeuille plus lent utilise un délai codé en dur de 4 semaines entre le lancement d'un retrait et sa réalisation, et pas plus de 1% de l'offre de RSR ne peut être retiré du Slower Wallet au cours d'une période de 4 semaines. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que plus il y aura d'initiatives sur Reserve-Right, plus ils vont libérer des jetons en récompense, plus l'inflation sera importante. Mais comme en contrepartie, ça veut dire qu'il y a une utilisation plus forte, plus importante du réseau et de Reserve-Right, au final, je pense que ça ne devrait pas forcément créer de pression baissière. En revanche, ça signifie que l'adoption du jeton ne va pas forcément non plus créer une pression haussière sur le prix, puisque en contrepartie, des jetons vont être libérés. Après, ça reste dans une moindre mesure limitée, parce que c'est 1% toutes les 4 semaines, donc à peu près 1% par mois, et donc au maximum, ça pourrait faire 12% par an, dans une limite de toute manière de 49 milliards de jetons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 52% des jetons qui sont en circulation, donc au maximum, il peut y avoir 2 fois plus de jetons en circulation, mais il ne pourrait pas y en avoir plus, puisque l'offre maximale a été établie à 100 milliards. Dans l'écosystème de Reserve-Right, on parle beaucoup de RT tokens, qui sont tout simplement les jetons créés, qui sont donc les devises créées à partir de collatéraux qui sont apportés. Donc on appelle ça des RT tokens, et ils sont tous indépendants les uns des autres, que ce soit pour leur gouvernance ou pour le partage des frais. On ira voir tout à l'heure sur le protocole, mais avant je voulais vous montrer ce schéma. Donc on mint un RT token, on verra tout à l'heure, mais dans la majorité des cas, ils sont backés soit en ETH, soit en USD. Donc le RT token backé par des collatéraux, donc ici c'est représenté principalement par des USD. Ensuite, il y a des RSR qui vont venir en surcollatéralisation. Les personnes qui vont stacker leurs RSR, qui vont les risquer en surcollatéralisation, vont être récompensées en partie par les revenus qui vont être générés par le RT token. Et également, il y a un fonds collatéral en cas de DPEG, en cas de défaut, qui va être payé par les stakers de RSR, donc en l'occurrence ceux qui vont venir surcollatéraliser. Alors, pour voir un peu plus de quoi on parle et pour évaluer un peu le niveau d'adoption du protocole, on a sur Dune un super état des données on-chain sur le protocole Reserve-Right. Donc on a une market cap de 233 millions, on a en TVL 265 millions et 2129 au jour où j'enregistre la vidéo de minters uniques de RT tokens, donc de personnes qui ont été mintées ces RT tokens. Donc des RT tokens, il n'y en a pas 50 aujourd'hui, hein. On a la liste ici selon leur market cap. Donc le plus important, c'est celui en bleu ici, donc c'est l'ETH+, donc qui va être backé principalement par des ETH
et des RSR. Ensuite, on a le plus ancien, l'historique ici, le IUSD, donc qui a été le premier ici en avril 2023. On voit qu'on a une forte augmentation de la market cap de ces jetons. Ici, on a l'évolution des TVL des différentes blockchains, donc principalement Ethereum avec les RT tokens, Ethereum avec les RSR qui sont stackés, donc qui donnent en échange un jeton liquide, le STRSR. Ensuite, on a Base et un tout petit peu d'Arbitrum. On le voit ici au niveau des TVL, donc 214 millions pour Ethereum, 24 millions sur Base et 3 millions sur Arbitrum. Ici, on est sur l'application de Reserve Right, donc qui nous indique des chiffres à peu près similaires que sur Dune, 235 millions de TVL. Ici, on a la dissociation entre les trois blockchains sur lesquels sont positionnés les RT tokens, Ethereum, Base et Arbitrum. Ici, il nous indique au niveau des revenus des RT tokens 5,9 millions et les revenus pour les stakers de RSR 1,6 million. Et ici, on a la valorisation des RSR qui sont stacking sur les différents RT tokens. Donc ici, ce qu'il nous propose, c'est de faire des revenus sur les USD ou sur l'ETH. Et ici, il nous montre où c'est qu'on peut aller chercher du rendement en finance décentralisée avec ces RT tokens. Donc si par exemple, je vais aller sur le ETH Yield. Ici, donc on est sur ETH+. On a vu ici ETH+, c'est le plus gros, c'est le seul d'ailleurs RT token sur ETH. Donc ici on peut connecter, ici si je clique Wallet, donc ça va me proposer de me connecter directement sur l'application Reserve. Si je mint donc de l'ETH+, je serai, donc il y a un APY actuel de 2,9%, donc je serai rémunéré à hauteur de 2,9% annuel. Et si en plus je stack des RSR, l'APY sur les RSR sera de 6,4%. Ici, on a l'information qu'on est sur un collatéral ETH, donc il y en a qui viennent de différents protocoles. Les différentes plateformes, on les retrouve ici, Strader, Frax, Lido et Rocketpool avec le pourcentage. Donc ça correspond ici à ces pourcentages-là. Ici, on a un petit onglet qui nous explique du coup les différents risques. On a la répartition des revenus, donc il y en a 99% qui reviennent aux RT token holder et 5% aux stackers de RSR. Et pour ceux qui veulent aller chercher du rendement sur le jeton ETH+, qui vient d'être minté, ici donc on a l'information des différentes plateformes sur lesquelles on peut aller apporter de la liquidité avec ici l'APY. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de purement finance décentralisée à partir donc de création d'un nouveau jeton collatéralisé par de l'ETH. Et donc aujourd'hui, dans ce qui se fait, on voit qu'il y a de l'ETH et de l'USD. Même s'il y a une belle progression sur l'année 2024 notamment, je trouve qu'il n'y a pas non plus 50 projets qui se sont créés. Voilà, ça reste quand même assez restreint. Hormis l'IUSD qui est stable, l'ETH qui est en forte progression. On a peut-être ici l'USD3 aussi qui progresse bien. On est quand même sur des montants de finances décentralisées qui restent, je trouve, assez faibles. Quand j'ai entendu parler du projet au départ, je me suis imaginé, mais peut-être à tort, avoir tout un tas de stablecoins créés, puisqu'à la base c'est fait pour créer des devises à partir d'un panier de collatéral, et au final on se retrouve avec des jetons dérivés de l'ETH+, dérivés. On se retrouve là par exemple avec un ETH+, qui a été créé à partir de collatéraux de protocoles de liquid staking principalement, donc Lido, Rocketpool et Frax en l'occurrence. Donc on a un jeton ETH qu'on rend liquide, donc on a un WETH et ensuite on va le déposer pour créer un ETH+. J'ai l'impression que ça crée des boucles comme ça à l'infini de création de jetons. J'ai du mal à percevoir la valeur ajoutée. Ici, quand on va dans Browse, on a donc la liste des RT tokens. Donc il y a soit ETH, soit USD. Ici, on peut choisir notre chaîne.
Ici, donc, ça nous indique combien on peut avoir de rendement sur les jetons qu'on va déposer. Donc là, par exemple, si je veux minter de l'USD3, je peux déposer de l'ETH, du WETH, du WBTC, du Frax, et donc après, c'est des stablecoins. Si on revient sur la première page qui nous indique que ça permet à n'importe qui de créer une nouvelle devise backée en 1 pour 1 par une collection donc d'assets, d'actifs tokenisés, je trouve que ça reste assez limité, en tout cas dans ce qui est proposé dans l'application de Reserve-Right. Je trouve quand même l'offre un petit peu pauvre. Après, on est peut-être voilà, juste au début de l'utilisation. Le projet a été lancé, a levé les fonds en 2018, comme on l'a vu tout à l'heure. Les premières devises ont été créées en 2023. On voit qu'on a une accélération sur 2024. Voilà, donc ça va être intéressant de suivre, de voir comment le protocole évolue dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, je pense qu'en termes d'utilité, ça peut être intéressant, même si aujourd'hui, voilà, l'adoption est en croissance mais reste limitée. Pour finir avec la partie fondamentale, donc le jeton RSR, on a vu sa capitalisation, on a vu sa dilution, on a vu sa répartition. Maintenant, à quoi il sert? Donc, on a parlé, pour faire un petit récap, on a parlé de la gouvernance. Donc ça, c'est propre à chaque RT token. Ensuite, il y a la stabilité économique, puisque les jetons RSR sont mis en jeu sur des RT tokens spécifiques pour fournir donc une surcollatéralisation. Ça garantit la solvabilité du protocole. Et donc, comme on l'a également évoqué, en retour, les stackers reçoivent une partie des revenus générés par le RT token. Et donc, ça incite du coup à staker. Donc ça peut effectivement créer une demande pour obtenir des jetons RSR, donc ça peut faire une pression acheteuse, mais ça reste quand même assez risqué puisque les RSR font office d'assurance. Donc c'est une sécurité pour ceux qui détiennent du RT token, mais ça représente quand même un risque pour celui qui le stack. On passe maintenant à l'analyse technique simplifiée. Donc au niveau de son prix, le jeton a été lancé en 2019. Il est à peu près aujourd'hui sur les cours du lancement. On l'a vu ici très rapidement par rapport à son lancement. Donc on est presque sur un x2. Donc autant dire pas grand chose puisque ça a été lancé en plus pendant le marché baissier de 2019. Et pour les premiers investisseurs, vraiment sur Ancient Round, ils ont fait quasiment un x17. Tandis que les autres ont fait 1 x 3 et respectivement 1 x 6. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup de jetons ont été libérés pendant les premiers mois. Donc si on regarde l'évolution de la capitalisation boursière, on va voir quelque chose d'assez différent, puisqu'ici on pourrait penser qu'il y a juste un petit rebond. Si on regarde la capitalisation boursière, on voit qu'on a un écart entre l'ATH et aujourd'hui qui est beaucoup plus faible. Ici, on va avoir un ratio peut-être de 1 pour 5, alors que si on regarde le cours, on va plutôt avoir un ratio de 1 pour 15. Alors, on se retrouve sur TradingView. Donc, moi, ce que j'aime bien regarder, vous le savez, c'est les retracements de Fibonacci. Si on se met sur les plus bas et qu'on va chercher ici les plus hauts, on se retrouve dans la zone en dessous des 0,886, donc qui est plutôt une très bonne zone d'accumulation long terme. Après, voilà, il faut aussi prendre en compte donc la dilution des jetons qui a eu lieu entre le lancement du jeton et aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, on peut considérer que la zone est intéressante, même si on regarde à plus court terme. On fait le point bas et le point haut. On est venu ici donc dans une zone, je décale un peu. Hop là, voilà. On est venu ici donc très brièvement, quasiment au niveau des 0,886 et maintenant on se situe plutôt autour des 0,5, donc ça reste un peu limite à court terme, mais moi je considère que on est plutôt en tout cas entre bonne zone pour investir, une zone où on fait rien ou une zone où on prend des profits. Je dirais plutôt qu'on est dans une zone qui peut être intéressante pour se positionner. Après, on n'est pas à l'abri ici d'avoir voilà, une baisse et que le jeton perde quand même 50% avant de repartir à la hausse. Et pourquoi je cible cette zone-là autour des 0,04 parce que ça a été une zone de support. Ici, ça a été une zone également de travail avant de casser à la baisse. Et ici, ça a refait office de support. Voilà, donc potentiellement, ça peut baisser. Après, voilà, j'ai toujours pas de boule de cristal. Donc ensuite, la question à se poser, c'est
à combien ça pourrait être intéressant de le revendre, quel est le potentiel de hausse de ce projet. Je précise que je ne suis pas positionné dessus aujourd'hui, mais je vais faire comme si j'en avais, avec un peu la même stratégie de vente par palier que pour ANKR, donc à savoir 4 paliers de vente. Un premier palier de vente de 20%, 2 paliers de 30% et un dernier palier en mode un peu moonbag pour aller vendre les 20 derniers restants. Sur ce projet, j'ai moins de conviction que sur ANKR, donc j'irai pas prendre les extensions de Fibonacci avec les performances du cycle passé. Je vais juste prendre celle à plus court terme en me positionnant ici et ici. Et donc, je pense que je positionnerai mon premier palier au 1,618 parce que je pense qu'il a quand même largement la capacité de faire un nouveau plus haut, donc qui a été fait sur ce cycle, en tout cas en mars 2024. Donc ici, ce serait le premier palier. Du coup, comme je le disais, ce serait 20%. Par rapport au prix actuel, on serait pas loin d'un x3. Ensuite, deuxième palier au 2,618. Après, les extensions de Fibonacci, ça donne des zones, hein, c'est des paliers, hein, faut pas forcément se mettre exactement sur ce qui est indiqué. Ensuite, le troisième palier, 3,618. Donc là, on serait à 4,5 centimes. Donc ce serait 30% aussi. Et pour finir, je mettrai un dernier palier. Donc ce serait le palier en mode Moonbag au niveau de son ATH, autour des 10 centimes. Donc là, on est quand même bien supérieur au palier précédent. C'est le principe d'un Moonbag, mais même pour un Moonbag, moi j'aime bien avoir quand même un ordre de prix qui soit déterminé à l'avance, parce que sinon quand ça part très très fort à la hausse, on est pris dans l'excitation et on a toujours le sentiment que ça va continuer de monter. Donc voilà, j'aime bien prévoir des chiffres à l'avance, et quand bien même ça continue de monter, si ça a atteint mon palier, je suis quand même très satisfait. Petite correction, c'est le quatrième palier. Et si on atteint ce quatrième palier, on sera quand même sur un x13, x14, donc c'est quand même pas mal. Ce que j'aime bien faire, c'est de voir un peu ce que ça donnerait au niveau de sa capitalisation, hein. C'est la deuxième manière que j'avais montré dans NKR pour évaluer comme ça un potentiel de max, de top pour le prochain cycle. Si on fait, donc je disais, x14 sur son prix, et qu'actuellement on a 338 millions, ça nous ferait une capitalisation aux alentours des 4 milliards et demi. 4 milliards et demi, ce serait entre 3 et 4 fois l'ATH de sa capitalisation boursière du cycle précédent, ce qui du coup me semble pas si déconnant que ça pour un projet, voilà, qui aurait une bonne hype, qui attirerait du coup des nouveaux investisseurs. Pourquoi pas, puisqu'il est sur deux narratives qui peuvent être porteuses, les RWA et la DeFi. Donc ça me paraît une cible élevée mais réalisable. Alors je ne vais pas comparer avec les autres acteurs de la DeFi parce qu'ils sont nettement plus capitalisés, mais pour ce qui est des RWA, donc Reserve Right, il se positionne ici, donc on a dit 336 millions actuellement, et on a des projets comme Mantra qui sont déjà à plus de 1 milliard, mais qui a quasiment tous ses jetons dilués. Et si on regarde Ondo, qui a que 14% de sa supply en circulation et qui sont capitalisés 1 milliard, en FDV, ils sont donc à 6,7 milliards. Donc bon, voilà, après Ondo, c'est pas non plus le même projet que RSR, hein, c'est pas la même utilité ou les mêmes objectifs de service. Mais bon, voilà, par rapport à la narrative, c'est toujours intéressant de voir comment un projet peut se positionner par rapport à ses concurrents. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté donc jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas et que tu l'as apprécié, je t'invite à mettre un petit like. Ça coûte rien et ça me motive à faire d'autres vidéos. Laisse-moi savoir en commentaire ce que tu penses, toi, de RSR. Si tu as une crypto à me proposer pour une prochaine analyse, c'est également dans les commentaires que ça se passe. Merci encore, à très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.
Ciao.